Écoutez, bonjour tout le monde. Merci d'être venu pour cette petite conférence qu'on voulait animer avec Florian Petitjean. Florian, c'est un des acteurs majeurs pour soutenir l'évolution de la santé intégrative en France. On a la chance d'avoir Florian qui maîtrise bien le domaine et qui fait très souvent le lien entre les équipes médicales et nous, les non-médicaux et les naturaux. On a décidé de vous faire une petite présentation de ce qu'est la santé intégrative, parce que nous, avec Florian, on connaît la santé intégrative depuis des années et on retrouve que là, c'est depuis 2 ans. C'est un mot qui doit être fun, qui doit être à la mode. On le sort un peu à toutes les sauces, même s'ils comprennent pas du tout le sens qu'a la santé intégrative, et juste parce que ça fait classe. Donc déjà, Florian et moi, on n'utilisait pas ce terme-là parce que ça faisait classe. Ça faisait des années qu'on l'utilisait déjà, parce que peut-être on connaît un peu plus le sens et ça vibre un peu plus pour nous. Cette intervention avec Florian, qui est le directeur du laboratoire Holisma, c'est surtout de vous présenter la vision de la santé intégrative. Bien entendu, il y aura des échanges de questions. Et puis, Florian, vu qu'il propose une gamme de compléments alimentaires avec une vraie vision intégrative, je lui ai demandé s'il pouvait passer rapidement sur ces compléments alimentaires. Au début, il ne voulait pas, mais vous connaissez mon pouvoir de persuasion. Et il s'est dit, OK, Alex, je te présente rapidement la gamme. Ce que je vous propose, c'est qu'on va dérouler notre intervention. Je vous remercie parce que vous êtes presque 40 à une pause déjeuner un 16 juillet avec Florian hier quand on s'est eu, on s'est dit ça se trouve il n'y a personne. Donc bravo pour ceux qui sont là. On va dérouler, puis parce qu'on est en train d'enregistrer cette session pour les confrères et consoeurs qui ne peuvent pas être dispo. Et puis après, on pourra répondre à vos questions. Et ça, par contre, on ne conservera pas, Florian. C'est vraiment privilégié pour les gens qui font l'effort d'être avec toi aujourd'hui. Les sessions de questions-réponses, c'est que du live. Voilà. Écoute, je pense que c'était tout ce que je voulais dire. Mais c'est parti À toi alors. de jouer. Ok, c'est parti. Eh bien, merci Alexandra pour cette invitation. Merci à toutes, avec un grand T majuscule, et tous d'être là entre midi et 13h pour parler effectivement de santé intégrative et bien sûr de l'ISMA, dont je suis le fondateur, mais également du lien que j'estime avec Alexandra, parce qu'on partage ce point de vue, sinon je ne serais pas là d'ailleurs. Elle ne m'aurait pas invité. L'importance du lien qui doit exister, et qui existe dans certains cas, entre les naturopathes et les professionnels de santé, et peut-être plus particulièrement encore les pharmaciens. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, déjà, pour parler de santé intégrative, je reviendrai sur cette phrase-là, agir pour la santé de chacun et pour la planète par la santé intégrative, parce qu'il y a beaucoup de choses dans ces quelques mots. Et je vous expliquerai pourquoi, en fait, quand on parle de santé, on parle aussi, enfin, quand on parle de santé intégrative, pardon, on parle bien sûr de santé humaine, mais également, on parle également de santé environnementale, de santé planétaire. J'y reviendrai un petit peu plus tard. En tout cas, c'est notre raison d'être chez Holisma, c'est de défendre en fait cette approche et ces deux points de vue qui sont vraiment l'essence de la santé intégrative. Alors, je vais, et désolé pour ça, hein, mais j'aime toujours mettre un petit peu de contexte derrière ce que je dis, parce qu'effectivement, la santé intégrative, comme l'évoquait tout à l'heure Alexandra, on en parle beaucoup depuis quelques années. Je dirais de bonne manière dans certains cas, et puis des fois un peu comme un synonyme de médecine naturelle ou médecine alternative, ce qui n'est pas du tout le cas, évidemment. Il faut bien se garder justement d'avoir ce raccourci. Alors, si on regarde un peu l'histoire et pour comprendre d'où ça vient, déjà la première chose à faire souvent, c'est de regarder les définitions. Et vous allez voir que ça prend tout son sens quand on commence par là. La médecine, si on regarde le dictionnaire Larousse, c'est bien l'ensemble des connaissances scientifiques et moyens de tous ordres qui sont mis en œuvre pour la prévention, le soulagement ou la guérison des maladies. Et quand on regarde l'encyclopédie universaliste, par exemple, on parle encore une fois de science qui étudie les techniques et les pratiques pour soigner les maladies. Alors, quand on parle de médecine, on pense évidemment à la médecine conventionnelle. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Elle s'appuie sur des preuves scientifiques. On parle d'evidence-based medicine, donc on est vraiment dans la science. Depuis de nombreuses années, voire de décennies, on constate que c'est le guérir en fait, qui prime.
Alors, il est incontestable qu'elle est très efficace dans le cas des maladies infectieuses, qu'il s'agisse des antibiotiques et des vaccins, même s'ils font débat, dans les maladies aiguës et bien sûr en situation d'urgence. Et elle est très performante aussi dans les cas des maladies chroniques, mais ces maladies chroniques confrontent la médecine conventionnelle également à ses propres limites. Et la question de fond aujourd'hui qu'on peut se poser sur un plan médical, sur la santé et même sur un plan sociétal, c'est est-ce que cette médecine est adaptée aux défis du 21e siècle? Et quels sont ces défis du 21e siècle? Évidemment, ça vous connaissez par cœur le sujet, c'est vraiment au cœur de votre formation de naturopathie. Ce sont donc les maladies chroniques, le fléau des maladies chroniques. Alors on parle de cancer, de diabète, de maladies cardiovasculaires, tout ce qui touche à la santé mentale, l'asthme, les allergies, etc. On parle aussi de maladies non transmissibles, mais également de maladies de civilisation, parce qu'elles sont vraiment propres à notre époque, à notre culture, et aussi les maladies sociales, parce que on sait qu'aujourd'hui, elles touchent plus particulièrement les couches les moins aisées de la population à l'échelle mondiale. Ces maladies chroniques sont la première cause de mortalité mondiale. Elles sont à l'origine de 70% des décès, et on dit qu'elles représenteront 56% des maladies à l'horizon 2030. Alors, les facteurs de risque, vous les connaissez bien, sont déjà avant tout des facteurs individuels, l'alimentation, le mode de vie, la sédentarité, les addictions, tout ce qui touche au rythme veille-sommeil, bien sûr le stress, mais également des facteurs environnementaux, les aspects sociaux dont j'ai déjà parlé, l'accès aux soins, mais bien sûr également la pollution. Alors en réalité, aujourd'hui, quand on regarde justement l'adéquation entre la médecine conventionnelle et ses défis, on peut considérer qu'on est encore dans un modèle paternaliste entre le médecin souvent et le patient, qui aujourd'hui plutôt consomme du soin, alors qu'en fait on devrait plutôt se mettre dans un schéma, dans un paradigme où on produit de la santé. La médecine on parle souvent de technomédecine, elle est hyper spécialisée. On fait partie des pays au monde où il y a le plus de spécialités et elle est centrée sur la maladie. Et en réalité aussi, les enjeux, en tout cas les limites de la médecine conventionnelle, se retrouvent dans un contexte sociétal où les défis se multiplient. On parle beaucoup de l'augmentation des coûts, notamment du coût de la prise en charge des maladies chroniques, le coût lié à l'innovation pour développer de nouveaux médicaments, pour prendre en charge les nouvelles maladies, une baisse de l'offre de soins, les déserts médicaux, c'est un sujet de société très important, vous le savez, mais c'est peut-être aussi un interstice dans lequel tous les non-médicaux, les praticiens de santé non professionnels de santé dont vous faites partie, ont certainement un vrai espace à prendre, en tout cas un rôle à jouer clé. Et bien sûr, on parle de plus en plus de rupture de médicaments. Il n'est pas inutile de rappeler que à peu près 50% des professionnels de santé sont en burn-out. Donc, vous pouvez peut-être aussi les accompagner. Et juste également, parce que je parlais de santé planétaire tout à l'heure, rappeler que l'impact du système de santé sur la production des gaz à effet de serre en France correspond à peu près à 8%. Et sur ces 8%, 40% sont liés à l'usage des médicaments et des dispositifs médicaux, sachant que la moitié d'entre eux, dans les maladies chroniques, ne sont pas utilisés, ce qui représente 10 000 tonnes de médicaments qui, chaque année, sont incinérés. Alors, la médecine alternative. La définition, là, elle est, je dirais presque à connaître par cœur, pour éviter justement de se tromper dans nos discours entre nous et puis avec les professionnels de santé, d'une manière générale, les autorités. C'est bien l'association de la médecine conventionnelle et des thérapies complémentaires, jusque-là, c'est facile à comprendre, dans une approche scientifique validée, qui est centrée sur le patient et non plus sur la maladie, avec une vision pluridisciplinaire. Pluridisciplinaire, ça veut dire donc on va prendre en charge le patient de manière globale au moyen de plusieurs pratiques, techniques, thérapies, et souvent également de manière pluriprofessionnelle, c'est-à-dire qu'on va mobiliser autour du patient plusieurs acteurs du soin dont les compétences vont être complémentaires pour assurer un meilleur accompagnement du patient, une meilleure qualité de vie, etc. Je pense Alors, que quand c'est on... important, Florian, si tu peux expliquer, c'est une définition du CUMIC, si tu peux préciser à nos collègues Oui, qui connaissent excuse-moi. peut-être pas le CUMIC. Oui, Et, excuse-moi. et aussi, moi, je voulais insister sur le fait, bah, là déjà, donc, toi, tu es pharmacien de formation, donc c'est pour ça que vous allez voir pas mal le terme patient, ne soyez pas choqués. Mais c'est surtout que, étant donné que ce sont des prises en charge avec des professionnels médicaux, ce sont des patients, étant donné que ce sont des patients de professionnels médicaux et de vous, professionnels en thérapie complémentaire. Je pense que c'est important qu'on réalise que tous les professionnels médicaux qui travaillent en santé intégrative
ont une vraie vision centrée sur le patient. Ça permet aussi d'arrêter d'imaginer que ces gens-là font des choses comme ça, qu'ils ne savent pas quoi Exactement. faire. Leur job, c'est la patientèle en priorité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que nous, professionnels de l'accompagnement technique de bien-être, qui pensons à notre clientèle. Et je voudrais que tu parles un petit peu du QMIC, s'il te plaît, pour nos Bien sûr, collègues qui bien ne sûr. connaissent pas. Alors, le CUMIC, c'est une grande chance d'avoir cette organisation aujourd'hui en France qui existe depuis quelques années, 5 ou 6 ans, je ne sais plus précisément, 7 peut-être. Donc, ça, c'est donc le Collège universitaire de médecine intégrative et complémentaire. Ce sont uniquement, c'est une association, donc un médical, qui regroupe des professeurs d'université, des professeurs de médecine, mais pas que de médecine. C'est également des enseignants, d'une manière générale, en psychologie, par exemple, et en pratique médicale, en tout cas, ce qui fait l'objet aujourd'hui d'enseignement et de recherche. Donc, ce sont toute une série d'universitaires qui travaillent à l'encadrement et au développement de cette approche centrée sur le patient, pluridisciplinaire, donc la médecine intégrative, en particulier à l'hôpital. Donc, comme ce sont des professeurs d'université, la plupart du temps, ce sont des universitaires, et qui soit mettent en place dans leur propre service ce type d'approche, soit tout simplement, ou en tout cas en plus, en complément, je dirais, œuvrant à la reconnaissance de cette médecine intégrative, évidemment dans un cadre qui à la fois scientifiques, professionnels, et ils sont en lien également avec les autorités et leur volonté, c'est d'encadrer finalement ce déploiement de la santé intégrative en France, et ils sont le lien direct en fait avec les autorités sur ce sujet. Effectivement, eux, ils travaillent justement à prouver qu'on utilise des techniques scientifiquement mises à l'honneur. Donc ça, c'était quand même la difficulté qu'on avait depuis très longtemps dans les métiers émergents tels que la naturopathie, la sophrologie, la réflexologie. Euh, Vous avez une collègue qui vous a mis le lien du CUMIC. Je pense que vous devez réaliser qu'on est en pleine évolution, ça bouge très très vite. C'est bien aussi de pouvoir suivre les avancées et les discours du CUMIC, aussi bien suivre leur site internet que les articles qu'ils publient. Ça vous permet de savoir ce qu'il en est. Et je sais que certains disent bah, les QMI qui sont que pour les santé. Non, non, pas du tout. Ils mettent bien la différence entre les professionnels de santé et les professionnels de la santé. C'est une des rares organisations qui met en avant cette différence, c'est-à-dire que quand ils disent qu'ils veulent réglementer, organiser, c'est vraiment pour l'intérêt du patient et pas pour leur intérêt propre à eux universitaires, parce ils ont rien à y gagner. Hein. C'est eux justement parce qu'ils sont conscients que pour le patient, c'est important de travailler en complémentarité. Voilà, et ils sont également très actifs sur l'encadrement de la qualité des formations dans le cadre des diplômes universitaires. Alors, quand on parle de thérapie complémentaire, de quoi on parle, ou de médecine douce, ça vous connaissez tout cet environnement, ça va bien sûr, la naturopathie, en passant par le sport santé, la réflexologie, la phytoaromathérapie, le yoga thérapie en particulier. J'en passe. On évalue à peu près à 400 pratiques différentes, donc c'est aussi l'explication souvent, ou en tout cas une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup ou de crispation dans certains cas, ou de lenteur dans les processus, parce que si on doit évaluer 400 pratiques, vous imaginez bien que ce n'est pas simple. En tout cas, là, c'est tout le travail également qui est fait, et j'y reviendrai tout à l'heure, par la NPIS, qui a pour vocation de travailler sur des modèles d'évaluation de différentes pratiques dans le cadre de protocoles de soins sur des personnes données, etc. Alors, quand on parle de pratiques de santé de ce type, souvent on a la remarque en disant que ce n'est pas prouvé scientifiquement, qu'il n'y a pas d'études. Alors c'est évidemment une erreur. Je sais que chez ADNR, vous avez accès à CALIA, à CALIA Pro. Je vous engage vraiment à aller regarder régulièrement quand vous avez notamment des cas de personnes un peu compliquées, ou si vous tout simplement vous savez pas, parce qu'il y a un recensement vraiment complet en fait de toutes les pratiques. Alors ça va des produits de santé naturelle, je pense par exemple au ginseng, dans la fatigue liée au cancer, mais également vous avez d'autres approches non médicamenteuses, ça peut être du qigong, ça peut être des massages, de l'acupuncture, etc. Vous avez tout un ensemble de méta-analyses qui sont synthétisées, qui sont scorées, ce qui permet d'avoir des niveaux de preuve intéressants sur ces produits. Juste un chiffre également intéressant. Depuis à peu près 2010,
il y a 50 000 publications scientifiques qui sont publiées donc, dans dans les principales revues médicales à comité de lecture. 50 000 par an, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a plus de publications sur toutes ces pratiques de santé que de publications sur les médicaments. Alors, si on regarde maintenant un petit peu l'histoire, et d'où vient finalement cette médecine intégrative? Alors, je vais essayer de faire rapide parce que je suis passionné d'histoire, donc je pourrais y passer quelques temps, mais jusque dans les années 90, on parlait surtout de médecine alternative, de médecine parallèle, et ils étaient vraiment, par définition, une médecine parallèle, en parallèle de la médecine conventionnelle. C'est vraiment deux visions du monde qui s'opposaient. L'OMS s'y est intéressée dans les années 70-75, je vais passer sur ce point, mais déjà dans ces années-là, l'OMS s'intéressait à l'intérêt notamment des médecines traditionnelles dans l'accès aux soins et puis dans tout ce qu'elles pouvaient apporter comme bénéfice aux populations. Après les années 90, il a commencé à y avoir un regain, vraiment un réel intérêt pour toutes ces pratiques, de la recherche, notamment aux États-Unis, qui sont vraiment pionniers dans tous ces sujets, par le système de santé américain, notamment tout ce qui touche à la recherche financée par les institutions. On a commencé à parler non plus de médecine alternative, mais de médecine alternative et complémentaire, ce qui déjà donnait quelque part un début de reconnaissance entre la médecine conventionnelle, enfin par les gens de la médecine conventionnelle pour ce type d'approche. Mais bien sûr, il y avait encore des crispations. Il y a un organisme qui a été créé en 98 aux États-Unis pour véritablement étudier toutes ces pratiques. Donc, c'était le Centre national des médecines alternatives et complémentaires. Et à peu près depuis 2015, il y a une évolution réelle et forte de ce paradigme qui est arrivé, enfin, qui a dépassé les frontières américaines. On parle plus facilement maintenant de pratiques de santé, des thérapies complémentaires. Et donc, c'est ce lien directement, cette association qui est à l'origine de ce changement de paradigme qui fait on est passé du parallèle au complémentaire à l'intégratif. Et on est passé de la médecine intégrative à la santé intégrative. J'y reviendrai tout à l'heure en 2015 aux États-Unis. Parce que ce glissement en fait de sémantique, ce changement de mots, de médecine à santé intégrative, a également des incidences qui sont particulièrement intéressantes pour l'approche en naturopathie. Alors, quand on parle des débuts de la médecine intégrative, on parle toujours en fait de deux personnes qui sont clés, qui sont Andrew Weil et David Eisenberg. Andrew Weil, qui est médecin, botaniste diplômé d'Harvard, qui est professeur de santé publique et qui au départ a fondé l'Arizona Center for Integrative Medicine et qui aujourd'hui en fait il est appelé Docteur America et aujourd'hui il est à la tête en fait de plusieurs organisations, des entreprises, des restaurants avec l'alimentation saine, etc. Enfin, c'est un success story à l'américaine. C'est un personnage assez haut en couleur et qui est vraiment à l'origine en fait de ce courant. Et on cite également David Eisenberg, qui est plus le scientifique, l'autre est évidemment, mais plus clinicien, on va dire, et presque homme d'affaires. Et David Eisenberg, lui, est médecin nutritionniste. Il est également professeur associé à la Harvard Medical School, chercheur. Et lui aussi, il a fondé un centre de médecine intégrative. Et c'est lui qui est vraiment à l'origine de la prise de conscience aux États-Unis qu'il y avait une utilisation de plus en plus importante et très significative d'approches complémentaires et qu'en fait, il fallait les réguler parce qu'il fallait les intégrer et que pour les intégrer, il fallait les réguler. C'est forcément quelque chose qui résonne aussi à notre esprit en France. Il y a aussi cet important développement de pratiques. Il faut bien sûr réguler pour pouvoir intégrer. On cite également deux autres personnes, et ce sont des noms qui doivent vous parler. John Kabat-Zinn, qui est à l'origine de la mindfulness, donc le MBSR, et bien sûr, mondialement connu, Deepak Chopra, qui, du fait aussi de ses origines indiennes, et en tant que médecin américain, a été aussi un des pionniers de la médecine intégrative. Et aujourd'hui, c'est plus un auteur de nombreux livres à succès et un conférencier de réputation mondiale. À l'origine, bien sûr, dans son mode de fonctionnement, en tout cas dans sa pensée, il y a toute l'influence de la médecine ayurvédique qui est essentielle, là où David Eisenberg était plus sur la médecine chinoise, par exemple. Mais on voit vraiment que ce sont les médecines traditionnelles qui, au départ, ont inspiré en fait ce mouvement. Et si on fait un grand saut vers nous, en fait, 30 ans après, aux États-Unis, la médecine intégrative est une composante essentielle du système de soins. Elle est reconnue comme une spécialité médicale, comme vous avez des pneumologues, des cancérologues, vous avez des médecins intégratifs. Elle est enseignée dans une trentaine d'universités aux États-Unis. Et comme vous le savez, elle arrive en Europe. Alors, je n'ai pas cité la France parce qu'on est toujours un peu les derniers de la classe sur ce genre de sujet. Une fois qu'on s'y met, on va vite.
Mais avant, il y a eu bien sûr UK, enfin le Royaume-Uni. Je pense essentiellement à la Suisse, qui est vraiment en Europe le pays de référence sur la médecine intégrative. L'Allemagne également se développe fortement sur ce sujet. Il y a des hôpitaux intégratifs également, et puis bien sûr également en Italie. Vous avez également des pharmacies intégratives aux États-Unis. Vous allez voir là, du coup, ça fait aussi le pont par rapport au message que je vais vous passer. Et ce qui est intéressant de voir dans ces pharmacies intégratives, où il y a des consultations holistiques, où vous avez de la personnalisation de soins, vous avez de la fabrication de produits personnalisés, des préparations magistrales, comme ça se fait un peu en France également. Et puis vous avez également, et ça c'est intéressant, un lien fort en fait entre les associations, entre les groupes de pharmacie et l'association américaine de naturopathie. Donc il y a un vrai travail dans les États où la naturopathie est autorisée, ce qui est quand même une majorité aujourd'hui, un vrai travail en lien entre les naturopathes et les pharmacies. Alors en France, la médecine intégrative vient et s'est développé sur la base en fait de ce qu'on appelle les soins de support en oncologie, donc tous les soins d'accompagnement des patients atteints de cancer. Hein. Depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années, on sait que à peu près 50% des patients qui ont un traitement contre le cancer ont aussi recours à des thérapies complémentaires, souvent sans le dire à leur oncologue, ce qui n'est pas sans poser de problème dans certains cas. Et certains médecins donc, ont commencé à se mettre sur cette dynamique de soins de support et d'autres sont allés encore plus loin. Et je pense évidemment à Alain Toledano, à l'Institut Raphaël, à Jean-Louis Mouissé, avec les centres ressources. Et je pense également à Jean-Philippe Wagner, qui est au-dessus à droite, là, dont on entend peut-être un peu moins parler, mais qui était vraiment un pionnier, parce que lui, ça fait 20 ans, qui, en tant qu'oncologue, radiothérapeute et également homéopathe, est très ouvert à toutes ces pratiques. Et il est, lui, à Dunkerque. Et puis, depuis maintenant, ces dernières années, au-delà de la cancérologie et de l'oncologie intégrative, donc, on voit de plus en plus d'initiatives se développer en France. À l'hôpital, par exemple, au CHU de Nice, vous avez maintenant un service fonctionnel de médecine intégrative, qui est d'ailleurs dirigé par Véronique Mondin, qui est infectiologue et qui est très impliquée sur les sujets de la santé intégrative. Vous avez aussi à Bordeaux, et vous avez des centres privés comme le Centre médical Vitruve à Paris, par exemple, l'Hirondelle Bleue dans les Hauts-de-France, le centre à Rusken, qui lui, en fait, a pour origine une dentiste holistique en Bretagne, et j'en passe, parce qu'il y a également des enseignements, pardon, des DU, notamment à Bicêtre, et puis également au CNAM, et je pense notamment au DU pour la coordination. Et tout un écosystème. Alors, moi, je ne vais pas le développer complètement parce qu'il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui s'impliquent sur ce sujet. Je vous ai parlé du CUMIC, je vous ai dit quelques mots sur la NPIS. Je pourrais également vous parler d'Allier Santé, dont on reparlera probablement à la rentrée. Allier Santé, une organisation citoyenne qui a été créée par Christine Bellhomme, dont je fais partie d'ailleurs également, je suis un des cofondateurs, et qui a pour vocation de faire émerger dans les territoires des groupes de citoyens qui veulent se mobiliser pour la santé intégrative et qui veulent justement, compte tenu de la désertification médicale et puis de leur volonté tout simplement d'avoir aussi accès à des recours, recours à des pratiques de manière sécurisée, de manière organisée, avec plus de connaissances de ce qui se fait chacun de leur côté. Il y a un projet de documentaire là qui est en fin de montage et qui sera disponible à partir du mois de septembre. Il y a déjà une quarantaine de dates en France qui sont prévues pour organiser des projections avec une soirée de débat qui suivra cette projection. Donc, c'est un documentaire sur la médecine intégrative et nous verrons témoigner et des patients, parce que ça rentre par la voix des patients. Ils sont accompagnés par des oncologues ou des fois en EHPAD également, ou dans tous ces centres dont j'ai parlé. Et on verra ces interviews dans le cadre de ce documentaire qui est à la fois très intéressant et en même temps assez émouvant parce qu'on voit vraiment c'est la vraie vie. Et je pense également à l'Observatoire des médecines non conventionnelles à Nice. Enfin, bref, je vais passer sur l'ensemble. Mais tout Je ça pour vous vous dire, ferai passer les dates, hein. Bien sûr, Florian, c'est oui, prévu. sur Dès que tu auras les dates, je vous ferai passer via les newsletters ou peut-être qu'on fera un petit point, Florian, en visio pour spécifique. inciter, voilà, pour inciter à ce qu'on aille voir ce film. Moi, j'ai eu la chance de voir quelques extraits. Bon, pour ceux qui me connaissent, vous savez, je suis un peu hypersensible. Donc oui, moi, je trouve qu'il y a des scènes où il faut des Kleenex, mais je suis d'accord, on pourra mettre ça en avant.
Ouais, et si d'ailleurs, et si d'aventure quelqu'un parmi vous veut organiser une projection débat dans sa ville, dans son village, eh bien c'est un peu l'idée en fait derrière, c'est de proposer à toutes ces personnes qui sont associées, enfin en tout cas qui sont membres d'Alliés Santé, c'est de pouvoir créer des événements locaux pour pouvoir parler de tout ça avec son médecin, avec son pharmacien, avec les patients, avec les naturopathes et avec tous ces autres praticiens de santé qui aujourd'hui sont bien précieux dans les territoires. Le Alors, film, c'est le film qui est proposé par Allier Santé. Vous voulez connaître le titre, Florian, du film? oui, bien sûr, c'est Viens voir. Il s'appelle Viens voir. La médecine de demain est-elle en train d'éclore? Et vous allez sur le site internet alliersanté.net, donc A2LIE santé attaché.net, et vous avez le teaser. Là, vous avez donc le petit 3 minutes qui déjà vous présente un peu l'idée de ce que sera ce documentaire. J'évoquais tout à l'heure le fait qu'aux États-Unis, en 2015, on est passé en fait de la notion de médecine intégrative à la notion de santé intégrative. C'est un changement de mots qui, comme je dis souvent, les mots ont un sens, qui est vraiment très important à intégrer, à prendre en compte. Il ne s'agit pas en fait uniquement de prendre un patient, de le mettre au centre d'un parcours de soins et de le soigner avec la médecine conventionnelle et avec des thérapies complémentaires. Il s'agit aussi de faire en sorte qu'un patient chronique devienne dans le temps autonome, ou en tout cas qu'on l'aide aussi à prévenir des risques de rechute, des récidives. Donc on parle de prévention. Donc quand on parle de santé intégrative, on parle on parle en plus de prévention et de promotion de la santé. Mais on y ajoute également deux autres dimensions, parce qu'on ne peut pas parler de prévention aujourd'hui, de promotion de la santé, sans parler d'enjeux planétaires et d'enjeux environnementaux, parce qu'on a parlé de la pollution, je l'ai évoqué tout à l'heure, on a parlé de tous les méfaits finalement de ces maladies de civilisation qui sont liées donc à nos modes de vie. On peut continuer à devenir malade et être pris en charge, mais à un moment, on voit bien aujourd'hui le système il sature. Donc, cette compréhension en fait des enjeux liés au mode de vie, de tous ces déterminants de santé, de tout ce qui nous entoure finalement, qui peut avoir un impact sur notre santé, a été pris en compte dans cet changement de dénomination, on parlait de santé intégrative. Et on va jusqu'à intégrer cette notion de One Health, donc une seule santé qui fait vraiment le lien en fait entre la santé humaine, la santé environnementale et la santé animale. C'est le passage du Covid récemment qui a un peu réveillé les esprits sur le fait que eh bien, le monde était un tout, que tout était interconnecté et que si on voulait avoir et promouvoir la santé humaine, eh bien, il fallait aussi faire attention à la santé environnementale et la santé animale. Puis on s'est rendu compte aussi qu'il y avait des limites planétaires et notamment, depuis 2 ans, on sait qu'on a dépassé la septième limite sur les 9 et que du coup, il fallait aussi intégrer toutes ces notions qui dépassent finalement uniquement l'échelle individuelle pour prendre en charge la santé des gens. Donc, c'est vraiment au cœur de la santé intégrative, cette prévention et cette promotion de la santé. Elle est donc attentive à la qualité de vie des patients et des personnes d'une manière générale, les personnes en bonne santé, tous les usagers du système de santé et au travers de pratiques de santé et de bien-être qui font du bien au corps et à l'esprit dans un objectif d'autonomisation du patient. Donc là, forcément, ça ne peut que parler également aux naturopathes parce que c'est vraiment ancré en fait dans les bases mêmes, dans les fondements de la naturopathie. Et bien sûr, en fonction de son projet de vie, chacun attend des choses différentes du soin, de sa vie professionnelle, de sa vie personnelle. Et la recherche également, parce qu'il y a une recherche maintenant en santé intégrative, c'est pas une recherche spécifique, c'est comme l'approche clinique, c'est pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'on a compris aussi qu'il fallait s'intéresser aux causes des maladies chroniques et à leur physiopathologie, aussi bien individuelle que collective. Et la recherche en santé intégrative s'intéresse plus spécifiquement à 4 aspects, à 4 grands domaines clés qui font partie des grandes découvertes des 30 dernières années. Et là, c'est pareil, c'est quelque chose que vous connaissez très bien. C'est évidemment le microbiote, tous ces liens en fait qui existent entre ces écosystèmes, qu'ils soient au niveau intestinal ou dans les autres parties de notre corps, l'épigénétique, la relation aux émotions, au stress, tout ce que ça peut avoir aussi comme impact sur les programmes finalement de notre génome, la psychoneuro-immuno-endocrinologie, toutes ces interconnexions à l'intérieur de notre corps et qui conduisent souvent à une inflammation de bas grade qui est la plupart du temps à l'origine de ces maladies chroniques et qui mettent tout en fait en évidence l'importance du lien entre un individu et son environnement. Quand on parle de santé intégrative, il faut aussi avoir cette ouverture, cette compréhension qu'on est dans cette démarche à la fois
de santé individuelle, d'accompagnement des personnes au niveau individuel, de prévention, de promotion de la santé, dans une perspective aussi de santé globale. Et pour cause, quand on regarde les études, à l'échelle individuelle, toutes ces maladies chroniques dont je vous parlais tout à l'heure, 80% d'entre elles, et notamment les plus mortelles, peuvent être réduites en agissant sur les facteurs de risque. De même que les risques de rechute ou d'aggravation en améliorant la qualité de vie des patients. C'est-à-dire qu'en fait, et bien sûr, ça c'est un petit peu utopique, mais toutes les démarches qui sont faites et par les acteurs du soin, par les naturopathes que vous êtes qui est dans cette dynamique, par également les autorités, même si on aimerait que ça aille beaucoup plus vite sur le sujet. Toute la promotion autour de l'alimentation saine, tout ce qui touche au poids, tout ce qui touche à l'activité physique, au stress et aux addictions, si déjà on avait une action forte sur ces sujets-là, on réduirait 80% des risques de maladies chroniques les plus courantes et les plus mortelles. C'est dire l'importance, en fait, de toute cette approche intégrative. Et c'est aussi, dans une perspective économique, la visibilité, en tout cas la promesse, finalement, de moindre coût pour les comptes publics et donc pour aussi nos impôts quelque part, parce qu'aujourd'hui, le poids de la prise en charge des maladies chroniques est évalué à plus de 100 milliards d'euros et la prévention en moins de 5% en fait des budgets. Donc il y a encore tout un travail à faire, mais il est vraiment essentiel, on le sait, et vous contribuez activement à cette approche, vous les naturopathes. Et quand on regarde à l'échelle collective, c'est beaucoup plus difficile effectivement d'avoir une action dessus, au-delà des actions globales. Et on sait aujourd'hui que 24% des décès dus à des maladies chroniques sont attribués à des facteurs de risque environnementaux. Et juste à titre d'exemple, la pollution de l'air, c'est 7 millions de décès dans le monde. Du coup, ça nous amène à la définition de la santé intégrative. Donc, c'est évidemment la même que la médecine intégrative, mais on y ajoute en fait le fait de cette autonomisation, cette démarche qui permet à chacun d'intégrer dans son quotidien des pratiques de santé et de bien-être de manière autonome et personnalisée, d'améliorer durablement le bien-être et la qualité de vie en prenant soin de la planète. C'est ça la définition complète de la santé intégrative. Alors, l'idée et le titre d'ailleurs de cette intervention, c'est pharmacien et naturopathe. Pourquoi je pense que ce sont deux piliers essentiels pour la santé, mais bien sûr pour la santé intégrative. Alors, je ne suis pas sûr, et pour en avoir discuté avec Alexandra, que vous connaissez finalement si bien que ça le métier du pharmacien. Donc là aussi, de manière un peu pédagogique finalement, c'est peut-être de vous rappeler ce qu'est un pharmacien, ce que font les équipes officinales et surtout, qu'est-ce qu'ils font depuis quelques années. Parce que vous savez que le métier a évolué, mais les ancrages bien connus du pharmacien, c'est de dispenser des médicaments, c'est de faire de l'éducation thérapeutique vis-à-vis avec les patients. C'est bien sûr quand vous avez un bobo ou quand vous avez un besoin, bah, c'est d'apporter des conseils de premier recours. Historiquement, c'était un petit peu de faire de la prévention, mais c'était quand même pas le cœur du métier. Il y a tout ce lien qui existe entre, bien sûr, les pharmaciens et les professionnels de santé de la ville, et puis le lien avec l'hôpital. Et puis, historiquement, même si ça existe encore aujourd'hui, des préparations magistrales. Ça, c'est vraiment l'histoire, en fait, du métier de pharmacien d'il y a encore 10 ou 15 ans. Depuis quelques années, notamment depuis donc, la loi en 2009, HPST, mais surtout depuis les dernières conventions, les conventions étant les liens qui établissent en fait les relations, enfin les textes qui établissent les relations entre la CNAM, donc la Caisse d'assurance maladie, et les organisations représentatives des pharmaciens, ont développé des nouvelles missions, parmi lesquelles on parle d'exercice coordonné, c'est-à-dire comment le médecin et le pharmacien et les infirmières et les cliniques travaillent mieux ensemble pour un patient chronique donné, par exemple. Ils font également des bilans, ce qu'on appelle les bilans de médication partagée, et ça, c'est un changement de paradigme pour un pharmacien dont le modèle économique basé sur la vente de médicaments et d'autres produits, c'est de voir avec les patients qui sont polymédiqués, ceux qui ont par exemple 10 ou 12 ou 15 médicaments, c'est de voir avec eux, au travers d'un entretien et en lien avec le médecin, comment on peut finalement réduire ce nombre de médicaments, comment on peut soulager certains effets secondaires, comment on peut essayer de lutter contre certaines contre-indications, pourquoi pas en changeant avec l'accord du médecin certaines molécules. Mais l'objectif, et vous voyez d'ailleurs depuis quelques temps à la télé, il y a des publicités sur, en gros, il ne faut pas que vous ayez plus de 5 médicaments sur votre ordonnance, parce que bien, forcément, il y a un moment, ça peut aussi poser des problèmes, et aussi des problèmes écologiques. Et d'ailleurs, dans ces textes, le pharmacien, il y a le pharmacien est devenu, et, entre guillemets, et à propos, parce que c'est comme ça que c'est écrit dans le texte, acteur de l'écologie.
Alors, ça veut dire quoi, pharmacien, acteur de l'écologie? Ça veut dire que, ben, comme toutes les entreprises, finalement, aujourd'hui, ils sont évidemment euh, dans cette dynamique où il faut faire attention. Alors, ça, bien sûr, ça passe au travers des éco-gestes, ça passe au travers des économies d'énergie, etc. Jusque-là, rien de nouveau, tout le monde le fait. Mais il y a aussi des sujets qui sont très spécifiques au métier de la pharmacie. Je pense notamment à Cyclamed, par exemple, à l'incinération et donc à la collecte des médicaments. Je vous disais tout à l'heure, 10 000 tonnes par an, et ça passe par les pharmaciens. C'est pas un temps payé pour les pharmaciens, ça fait partie de leur métier. Mais également aussi, ils sont incités à rechercher, ou en tout cas à limiter, par exemple, certains fournisseurs de produits, ou en tout cas de privilégier des acteurs peut-être locaux dans certains cas, ou des acteurs qui sont plus engagés sur des aspects environnementaux. Ils sont également de plus en plus sollicités sur tout ce qui a trait aux produits contenant des perturbateurs endocriniens, ou également les produits, par exemple, je pense aux filtres solaires, de plutôt sélectionner des filtres solaires qui ne vont pas avoir d'incidence en fait sur les écosystèmes marins, etc., etc. Donc ils sont depuis quelques temps, alors évidemment ça ne fait que démarrer, mais c'est aussi pour vous donner la perspective en fait de l'évolution en fait du métier de pharmacien dans cette dynamique donc de respect en fait de l'environnement, donc ils deviennent des acteurs de l'écologie. En tout ce qui touche à la prévention, ben, le Covid a fait que les pharmaciens sont devenus des acteurs de la vaccination, vous le savez, ils sont de plus en plus impliqués sur le dépistage, par exemple du cancer colorectal, etc. Et ils ont fait des entretiens et, et ils ont été également sollicités pour mener des entretiens pharmaceutiques et plus récemment, depuis cette année, des entretiens de prévention. Et ça, ce sont deux sujets sur lesquels je vais revenir qui sont vraiment intéressants et qui sont à intégrer également dans votre esprit comme finalement un lien possible justement avec les pharmaciens dans l'idée d'une coopération avec eux. Demain, eh bien demain, comme tous les métiers, ils seront très influencés évidemment par le numérique en santé, l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites dans ce sens-là, pour de bonnes et pour de moins bonnes raisons souvent, mais il y a aussi de bonnes raisons pour fluidifier des parcours de soins, pour limiter des erreurs, etc. Et ils sont également incités de plus en plus à travailler dans le cadre de ces fameuses CPTS, je ne sais pas si ça vous parle, les communautés professionnelles territoires de santé, c'est-à-dire travailler en lien avec 50, 100, 200, 300, 500 professionnels de santé dans leur environnement, justement pour aussi mettre le patient au cœur et dans certains cas, patients, notamment chroniques, de les accompagner de manière globale et de manière pluridisciplinaire, quelque part comme je l'évoquais tout à l'heure, mais aujourd'hui uniquement, bien sûr, sur la base des traitements médicamenteux, parce que ça reste encore le sujet, bien sûr, principal du pharmacien. Et ils évoluent également vers un travail en pluridisciplinarité qui se rapproche, ben, par exemple, des naturopathes. Il y a de plus en plus de pharmaciens qui travaillent avec des naturopathes. J'y reviendrai tout à l'heure. Et ils vont également, à l'avenir, être de plus en plus orientés vers une personnalisation des soins. Ben, il y a des préparations magistrales qui sont souvent utilisées pour personnaliser. Je pense par exemple à l'homéopathie, mais ça existe dans certains cas aussi avec la phytothérapie, mais c'est surtout dans l'idée de la personnalisation des parcours. C'est-à-dire, ben, telle personne, est-ce qu'elle a plutôt besoin, ben, par exemple, d'aller voir une sophrologue, ou si on parle de vie, de mode de vie, ben, peut-être que ça serait bien qu'elle ait un accompagnement par un naturopathe. Et c'est aussi le pharmacien qui peut déclencher ça. Si je fais une synthèse, et vous allez voir là, vous allez certainement plus facilement comprendre comment tout ça peut fonctionner. Le pharmacien, on le connaît au comptoir, il délivre des médicaments. On le connaît aussi parce qu'il délivre de l'aromathérapie, de la phytothérapie, avec une vraie tendance également vers le bio, de la micronutrition et bien sûr des cosmétiques et puis toute une série d'accessoires autour. Ça, c'est l'essentiel de ce qui se passe au comptoir du pharmacien en termes de délivrance, j'entends, parce que bien sûr, il y a toute une série de questions. Et ces entretiens dont je parlais tout à l'heure, je vous ai parlé des bilans de médication, des entretiens pharmaceutiques, pour les détailler un petit peu, ils font des entretiens d'accompagnement de patients atteints de cancer, par exemple. Ou ils font aussi des entretiens de patients qui sont sous antivitamine K, par exemple, des anticoagulants, pour voir justement est-ce qu'ils ont des effets secondaires, comment ils supportent la maladie, est-ce qu'on peut faire évoluer un petit peu le traitement, on va se mettre en lien avec le médecin. Ils font des entretiens qui sont cadrés par la CNAM, en l'occurrence, parce qu'il y a des procédures à respecter. Et ça, ils le font de plus en plus depuis quelques années. Ça nécessite chez eux d'avoir un espace de confidentialité. Mais on peut se le dire, ça dure 20, 30 minutes souvent. Il y a des questions autour du modèle économique, ça prend beaucoup de temps. Et puis, des fois, il y a aussi, ils n'ont pas forcément, ils sont censés se former, ils sont même dans l'obligation d'être formés pour certains de ces entretiens.
Mais c'est pas toujours facile d'aller plus loin, et puis ils sont limités également dans le nombre d'entretiens par rapport aussi à la prise en charge qui est faite. Tout ça a pour vocation, bien sûr, d'être plus impliqué dans le suivi et dans l'accompagnement des patients. Et depuis maintenant, cette année, ça commence seulement. Il y a quelques pharmaciens qui s'y mettent, qui s'y lancent. Ils sont impliqués sur des entretiens de prévention aux 4 âges de la vie, ça va toucher au mode de vie, à la nutrition, l'activité physique, le sommeil, en termes de, justement de recommandations. Il y a à peu près 12 thématiques. Il y a 4 entretiens qui sont programmés au cours de la vie. J'ai plus les âges précis en tête, mais à peu près à l'adolescence, le premier. Après, c'est dans les 30-40 ans. Après, dans les 50-60 ans. Et après, c'est au-delà de 70 ans. Donc, vous avez 4 entretiens qui sont pris en charge par la sécurité sociale. Sur les entretiens de prévention, ça dure 20, 30 ou 40 minutes dans le meilleur des cas. Et là, le médecin, le pharmacien doit apporter quelques conseils aux patients, mais souvent, ça se limite à est-ce que vous avez fait le bilan, le dépistage du cancer colorectal? Est-ce que vous êtes à jour de vos vaccinations? Quand il y a déjà tous ces sujets-là qui sont dans la règle, on va dire, ou dans le métier du pharmacien de base, d'origine, ça laisse beaucoup moins de temps sur la suite. Et ça ouvre des perspectives justement sur la compétence, en fait, même si certains pharmaciens vont être compétents dans la phytothérapie, dans l'aromathérapie, par exemple, ou dans certaines approches non médicamenteuses. Après, c'est la dynamique, en fait, liée au temps, en fait, qui est nécessaire. Et justement, l'idée de travailler en pluridisciplinarité, elle va pouvoir arriver par là. Et puis après, sur le territoire, c'est-à-dire que le pharmacien, ben, c'est un acteur local, et il a une zone autour de lui de patients, de professionnels de santé, de paramédicaux qui sont autour de lui. Et historiquement, il a toujours travaillé, bien sûr, avec l'hôpital, avec les professionnels de santé, médecins, infirmières, etc., avec ces médecins à exercice particulier, les MEP, là, comme on les appelle, qui soient acupuncteurs, phytothérapeutes, homéopathes, bien sûr avec des nutritionnistes également, diététiciens, mais ils n'ont jamais été formés à des techniques autres comme la relaxation, l'acupression, le mouvement, la respiration, la méditation, l'automassage. Et ça, j'y reviendrai un petit peu en vous présentant Aulisma. Nous, c'est vraiment un de nos mantras, je dirais, c'est de pouvoir apporter en fait cette connaissance aux équipes officinales pour créer le lien, justement, et avec le patient, pour inciter le patient finalement à s'intéresser à ces pratiques, mais en même temps aussi créer le lien avec des praticiens de santé qui sont externes à la pharmacie et avec lesquels le pharmacien aujourd'hui ne travaille pas ou très peu, à commencer par les naturopathes. Et il peut aussi orienter vers des gens qui font de l'activité physique adaptée, vers des gens qui veulent qui font de la sophrologie, de la yoga thérapie, parce qu'on sait aujourd'hui que bien en fonction de la maladie chronique, en fonction des désirs aussi, des besoins du patient, en fonction de ses symptômes, il peut être orienté vers telle ou telle pratique de santé, vers tel ou tel thérapeute, justement pour compléter cette prise en charge. Et c'est là, en fait, que le pharmacien intervient aussi pour orienter et coordonner le parcours du patient. Et c'est là qu'il peut rentrer en lien, notamment avec le naturopathe, et travailler en coopération avec lui. Et là, je vous incite vraiment pour ceux qui ne l'ont pas fait ou ceux qui n'osent pas, parce que j'ai aussi entendu que des fois les pharmaciens, les naturopathes n'osaient pas aller voir des pharmaciens, et puis aussi des pharmaciens qui ne sont pas forcément tous ouverts, hein, mais pour en avoir parlé avec de nombreux pharmaciens ces derniers temps, il y a une vraie ouverture. Et forcément, après, c'est comment on travaille ensemble, parce que forcément, il y a aussi des produits qui sont conseillés par les naturopathes. Si jamais vous êtes avec les pharmacies, il faut que ces produits soient également en pharmacie, que ce soit de la phyto, de l'aroma ou je ne sais quel autre type de produit. Mais là, il y a un vrai enjeu, je crois, de lien à créer entre le naturopathe et le pharmacien. Pourquoi? Déjà parce qu'il y a une vraie complémentarité de compétences. Le pharmacien, il n'est pas formé au mode de vie. Il est formé avec le temps, dans certains cas, à l'aroma, à la phyto, à la micronute. Et déjà, c'est pas toutes les équipes, c'est quelques personnes dans les équipes. Il y a une vraie complémentarité de compétences, c'est indéniable. Et puis, en même temps, on est tous au service des patients. Si on a choisi de devenir professionnel de santé ou si on a voulu se reconvertir dans un métier qui touche à la santé, au bien-être, c'est parce que on a envie d'accompagner, de mieux accompagner les patients. Ça permet un accompagnement plus global des patients. Parce que du coup, on est vraiment dans le lien entre le traitement conventionnel et toutes les approches non médicamenteuses. Et puis, c'est aussi un élément qui n'est pas du tout négligeable et qui est même intéressant, je pense, pour vous en termes de sécurité, c'est une connexion, une coopération, des échanges permettent aussi de garantir ou d'améliorer la sécurité des traitements. Je pense aux interactions entre certaines plantes, par exemple, et certains médicaments, des contre-indications.
il y a aussi des aspects médico-légaux derrière. Et donc là, c'est intéressant aussi de créer le lien. Et puis, l'efficacité de l'accompagnement aussi de ces patients qui permet, et ça c'est vraiment, vraiment une notion intéressante également, ça permet une meilleure adhésion au traitement. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout à l'heure, quand je vous parlais des 10 000 tonnes de médicaments jetés, je disais que ça correspondait en partie en tout cas, mais en grande partie, au fait que 50% des médicaments qui sont prescrits ne sont pas utilisés. Et la plupart du temps, vous savez, les patients, ils font un peu leur choix, ils font leur cuisine à la maison, ils disent, bah, ça je le prends, ça je le prends pas, celui-là me fait mal au ventre, donc je le prends plus, sans avoir forcément la conscience que bah, c'est peut-être pas une bonne idée. Eh bien, on dit qu'ils ne sont pas observants de leur traitement. Et c'est vrai qu'il y a un problème souvent d'observance de ces médicaments dans le cadre des patients souvent polymédiqués et plutôt âgés. Eh bien, le fait justement d'être pris en charge plus globalement, on le sait, améliore l'observance, donc ça apporte aussi une meilleure adhésion au traitement. Donc en fait, tout le monde est gagnant. Le patient est gagnant, le pharmacien est gagnant, le naturopathe est gagnant et la planète est gagnante. Et puis pour revenir sur l'observance, Florian, il faut être aussi honnête, hein. Vous qui conseillez des compléments alimentaires, vous savez aussi qu'il y a une difficulté d'observance. Donc le fait de savoir s'il y a beaucoup de traitements médicamenteux en plus, parce qu'on est bien d'accord, nos clients ils nous disent pas tout, des fois ils oublient. Le fait que vous le renvoyez vers le pharmacien avec qui vous avez l'habitude de le travailler, bah, automatiquement il pourra voir ce qu'il prend réellement, voir si on n'a pas d'interaction médicamenteuse. C'est pas que je suis parano hein, dans la prise en charge, mais dans les faits, quand un client a oublié ce qu'il prend, bah, le pharmacien, on sait qu'il va contrôler, ils vont pas voir. Et le fait effectivement qu'ils sont pris en charge de façon globale, il ira plus facilement mettre en place vos conseils aussi en complément alimentaire. Donc ça, c'est important que vous réalisiez que le pharmacien est aussi un allié pour l'observance du complément alimentaire. C'est vrai, tu as tout à fait raison. Et d'ailleurs, cette notion de parcours de soins coordonné, dans laquelle justement cette réponse finalement, pharmacien naturopathe, s'inscrit, enfin ça s'inscrit vraiment dans cette logique de parcours de soins où ben, il va y avoir un moment, un acteur, le pharmacien, qui est aussi en capacité de voir à 360 degrés ben, comment évolue son patient, comment il est pris en charge. Et ben, le fait qu'il travaille avec vous, ben, il est aussi rassuré parce qu'il y a un accompagnement à côté, parce qu'il n'y a plus de médecin à côté. Enfin, c'est aussi simple que ça. Et ça répond aussi, ça correspond vraiment, ça s'inscrit vraiment également dans la logique de l'évolution des missions du pharmacien. Ça s'inscrit également dans l'objectif de la reconnaissance de la naturopathie. Et pourquoi? Ben, parce qu'en fait, c'est pas ici que, enfin, on se dit évidemment, on sait de quoi on parle ici quand on parle de naturopathie, à savoir toutes les crispations qu'il peut y avoir sur le sujet, parfois et des articles un petit peu, on va dire, tapageurs qui se centrent sur quelques personnes qui ont certainement fait un peu n'importe quoi, mais comme c'est facile après de crisper sur quelques exemples pour faire une généralité. La naturopathie est dans un bon mouvement, je crois, aujourd'hui pour se faire reconnaître. Ça prendra encore du temps. Il y a tout ce qui est fait, bien sûr, par le syndicat, par les écoles, et également le travail sur la normalisation des pratiques dans la vocation et de réguler l'exercice. Et de toute façon, c'est le sens de l'histoire. Si on veut que demain la naturopathie soit reconnue, il faudra que la naturopathie travaille avec le système de santé. C'est l'objectif. On ne peut pas continuer à travailler de manière totalement isolée, parallèle. Ça ne pourra pas marcher. En tout cas, ça sera contre-productif par rapport à la reconnaissance pardon, de la naturopathie. Ça a déjà été fait. J'ai fait quelques années dans l'homéopathie, j'ai des fois du mal à m'en détacher. Donc voilà, ce sujet du lien entre la pharmacie et la naturopathie s'inscrit vraiment dans l'objectif aussi de reconnaissance de ce métier. Et ça s'inscrit évidemment dans l'évolution nécessaire de notre système de soins vers une santé intégrative, ça, vous l'aurez facilement compris. Pour rappel, parce que tout le monde ne le sait pas, demain, les pharmacies, on dit qu'elles deviendront des hubs de santé de proximité. C'est-à-dire que désertification médicale, nouveaux praticiens, il y a tout un écosystème autour d'une pharmacie, comme je l'ai un peu dessiné tout à l'heure. Bah, finalement, la pharmacie de demain, c'est aussi un hub dans lequel, en fait, le patient, il va venir demander des informations et puis transiter pour aller voir un médecin, pour aller voir un naturopathe et pour aller voir je ne sais quelle autre thérapie. Et puis, il y a aussi du retour. Et puis, il y a aussi des ateliers qui peuvent se créer sur place. Ça devient, les pharmacies deviendront, certaines le sont déjà,
non plus des lieux de maladie où on fait que vendre en fait des produits de soins, mais des lieux de vie où il se passe des choses, justement pour faire en sorte que les gens s'intéressent plus à la santé. C'est ça la promotion de la santé également. Et juste pour rappel, 4 millions de personnes entrent chaque jour dans une officine. Donc, si vous voulez aussi aller chercher des patients, bah, c'est peut-être le meilleur endroit pour en trouver, en l'occurrence. Et pour en trouver là, mais il faut avoir une vraie relation avec le pharmacien. Et pour avoir une vraie relation avec le pharmacien, eh bien, il faut que vous expliquiez ce que vous faites, comment vous pouvez aussi travailler avec lui, eh bien, quelle est la qualité de vos diplômes. À la DNR, bah, vous êtes plutôt confort, parce que vous avez les parcours qui vont bien. Dans quelle démarche est la naturopathie, que vous n'êtes pas en fait des concurrents, mais que vous êtes des partenaires potentiels. Et à cette condition-là, je pense que vous pouvez vraiment travailler avec eux. Florian, une pharmacie de taille moyenne, c'est combien de clients jour, toi qui as l'habitude? C'est une petite pharmacie, on dit que c'est 200 clients jour, et vous avez des pharmacies, moyenne, c'est 5, ça veut dire, enfin, moyenne plus, c'est 500 pharmacies. Et 500 après, personnes. ouais, 400, 500, ouais. Vous avez déjà des belles pharmacies de quartier avec ce trafic, ouais. Après, vous avez des grosses pharmacies, évidemment, qui vont drainer 1000 pharmacies par jour. Voilà, donc les moyennes 1400, pharmacies. 1400 Voilà. par jour, mais comptez dans les 300-400, pour vraiment si on parle de moyenne. Donc, ce sont des pharmacies et donc des professionnels avec qui vous pouvez travailler qui vont côtoyer entre 1500 et 3000 clients différents par semaine. Vous n'avez pas besoin de tout ça à votre cabinet, on est bien d'accord. Vous êtes nombreux à travailler autour d'une même pharmacie. Très souvent, quand j'ai entendu, oui, il y a quelqu'un qui se met dans la même ville, ça va être mon concurrent. Bah non, vous avez oublié que dans ces villes-là, il y a beaucoup d'habitants. Donc, tous les habitants ont envie d'aller vers une conservation de santé et vers une meilleure qualité de vie. Donc, effectivement, je pense qu'il faut passer le cap et oser aller vous présenter. Je suis bien d'accord avec ça. Alors, quelques mots sur l'ISMA, pour vous dire déjà qu'on est une société à mission. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, en fait, le principe Non, de explique. Moi, la société à première fois, tu mission. m'as expliqué, c'était pratique. Et vous l'aviez en première page, mais notre mission, en fait, notre raison d'être, plus exactement, c'est d'agir pour la santé de chacun et pour la planète par la santé intégrative. Là, vous comprenez mieux maintenant, j'imagine, pourquoi. Société à mission, c'est une société qui intègre dans ses statuts, ah ben bravo, merci Fabienne, je vois que vous avez un spray SOS Soaroma articulaire, je l'ai vu passer, on en reparlera. C'est une Ça société l'aide, qui Florian. un type de société qui intègre dans ses statuts, donc les statuts d'une entreprise, c'est ce qui en fait gouverne en fait le mode de fonctionnement d'une entreprise, ses obligations au regard de la loi. Et donc on s'est obligé en tant que société à mission à intégrer trois objectifs dans nos statuts. Le premier, c'est contribuer à faire reconnaître la santé intégrative auprès de nos clients et nos parties prenantes. Vous avez bien compris, on connaît un peu le sujet et qu'on est très impliqué sur l'idée de faire reconnaître la santé intégrative. Donc pour nous, c'est une obligation. On a une obligation de résultat sur le sujet, dans la mesure où tous les 2 ans, on est audité par des auditeurs externes, indépendants, qui viennent et qui analysent en fait tous les indicateurs sur lesquels on travaille. Le nombre de webinaires qu'on a fait sur la santé intégrative, le nombre de colloques auxquels on a participé, le nombre d'interventions, etc., etc. Le deuxième engagement qu'on prend, c'est justement de nous engager dans une démarche d'éco-conception des produits et des soins dans le respect du vivant. Éco-concevoir des produits, c'est déjà choisir les meilleurs matériaux dans le packaging. Et c'est très compliqué. Est-ce qu'il vaut mieux prendre du verre ou des produits en canne à sucre ou du verre PET? Ce sont des sujets qui sont très compliqués, c'est souvent des compromis, et ça fait partie des sujets sur lesquels on travaille, mais également les filières de plantes médicinales, par exemple, j'y reviendrai tout à l'heure. Et éco-concevoir de soins, c'est aussi, au-delà de vendre des produits, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour que dans la prise en charge au global, finalement, ben, le soin il soit plus écologique. C'est-à-dire que ben, on arrête le produit, parce que l'idée, c'est de pas non plus de demander aux patients de surconsommer des produits. Donc, comment on fait? Justement, en leur permettant d'intégrer dans leur quotidien des pratiques de santé et de bien-être qui font du bien au corps et à l'esprit, des techniques de respiration, on va pouvoir aussi se remobiliser dans un mode de vie. C'est ce que vous faites tous les jours en tant que naturopathe. Vous êtes vraiment dans l'idée de l'éco-conception des soins. Et puis après, notre troisième objectif, c'est d'intégrer pleinement nos parties prenantes à notre démarche, en particulier nos collaborateurs, bien sûr, et partenaires. Là aussi, on se mobilise et on essaye d'avancer pour transmettre en fait ce type de pratique à commencer par nos collaborateurs, bien sûr. On est, on va dire, on est positionné sur trois
4 axes de produits. Je dis 3 et 4 parce qu'en fait, il y en a 2 qui sont sur la phytothérapie. Un produit qui s'appelle Kizeng, là j'en dirai un mot un petit peu après, mais dont on dit que c'est de la phytothérapie clinique parce qu'on a fait énormément de travaux cliniques et scientifiques sur le sujet. J'y reviens juste après. Une gamme de phytothérapie qui s'appelle Chronophyto. Je ne vais pas détailler tous les produits, c'est pas l'objet là aujourd'hui. Puis vous pourrez très bien aller sur le site internet et puis il y aura certainement d'autres occasions de se voir. Une gamme d'aromathérapie complexe et une gamme de soins cosmétiques en fait à base d'eau thermale, qui est une eau thermale incroyable en fait située en Creuse, qui est la plus riche en silicium. C'est pas à vous que je vais expliquer à quoi sert le silicium. Et également l'eau la plus douce de France. Et c'était une gamme en fait qui historiquement était positionnée justement sur les soins de support qu'on a repris, qu'on a totalement reformulé pour en clean et bio avec des actifs qui sont sourcés dans certains cas localement, beaucoup en France, jusqu'à ce qu'on puisse plus sourcer en France certains produits comme par exemple l'aloe vera. Et notre approche, en fait, c'est de proposer des rituels en fait, pour les patients. Donc, quand on va, par exemple, proposer un produit ou quand le patient va acheter un produit, qu'il s'agisse de ce Kizeng, là, par exemple, qui est un complément alimentaire, donc c'est des gélules à base de Panax quinquefolius, dans la fatigue persistante, eh bien, ou l'huile de massage qui va avec, parce que nous, justement, on essaie d'avoir une approche 360 degrés en disant, eh bien, peut-être que prendre un complément alimentaire, c'est bien, mais peut-être que prendre un complément alimentaire et se faire des automassages, c'est encore mieux dans le cas de la fatigue. Ou pourquoi pas des techniques de respiration. Mais sur chacun des produits, vous avez un petit QR code. Quand le patient ou vous-même, en fait, vous flashez le QR code, vous arrivez sur Vimeo et vous avez toute une série, en fait, de vidéos, de tutoriels qui présentent le produit, mais dans le soin. Et là, en l'occurrence, si vous flashez ce code-là, vous allez tomber sur une naturopathe, d'ailleurs, qui explique une pratique, je crois, d'automassage. Donc, l'idée, c'est vraiment de pratiquer, d'associer des produits et des pratiques. Et on va donc trouver des pratiques de cohérence cardiaque, d'automassage, des conseils naturels, des pratiques inspirées du yoga. Donc, on est vraiment dans cette idée-là d'associer sous forme de rituel des produits et des pratiques. C'est cette idée-là, en fait, vers laquelle on se dirige également pour éco-concevoir nos soins. Et puis, Olisma, c'est aussi de la recherche. Et d'ailleurs, on est né de ça. Ça fait 2 ans qu'on existe, mais ça fait 8 ans qu'on a commencé. Et pendant les 6 ans qui ont séparé le moment où on a commencé et le moment où on a lancé, on n'est que de la recherche, notamment sur un actif dans le cadre de la fatigue post-cancer. Et cette fatigue persistante, produit qui s'appelle Kizeng. Et on a travaillé justement sur les interactions médicamenteuses, sur les interactions avec les systèmes de protéines transmembranaires, donc on l'appelle les PGP, sur l'influence sur les cytochromes. On a également travaillé sur l'effet potentiel pro-œstrogénique du ginseng. Et on a démontré que cette variété de ginseng, donc le Panax quinquefolius, le ginseng à 5 folioles, qui est d'origine américaine, n'avait pas, notablement en tout cas, cet effet sur le système œstrogénique. Et en fait, on a fait 2 ans de travaux à l'INSERM où on a justement aussi compris le mécanisme d'action. Et il se trouve en fait que un des principaux mécanismes d'action en fait de cette plante est lié justement à une diminution de l'inflammation et notamment de l'inflammation au niveau cérébral. Et on a même démontré qu'il y avait une augmentation, une reprise en fait de la neurogénèse au niveau de l'hippocampe, c'est-à-dire des neurones qui repoussaient par rapport à des cas qui ne prenaient pas le produit, et également un effet prébiotique. On n'a eu que des surprises en fait positives sur ce produit en plein Covid, d'ailleurs, parce que c'était la fin une partie de nos travaux. On a notamment vu aussi qu'on avait une action sur l'interleukine 6. C'est pour ça qu'on a fait des travaux également préliminaires à l'Hôtel Dieu à Paris. Bref, tout ça pour dire qu'on a fait des travaux sur ce produit-là. Et c'est une première en France. On a gagné un appel à projet il y a maintenant un peu plus d'un an, 2 ans, pour monter une étude clinique dans 12 centres anticancéreux pour soigner, en tout cas, 354 patientes dans 10 centres différents du groupe Unicancer dans le nord-ouest, donc dans la région de Normandie, pour évaluer en fait là dans la vraie vie ce type ce produit dans le cadre de ces personnes atteintes d'un cancer du sein localisé. Donc on en est très fiers parce que c'est financé par les autorités. Et puis on fait aussi de la recherche sur le silicium justement et sur les propriétés de notre eau, qu'on retrouve notamment dans un vernis qui s'appelle Evonail. C'est un film hydrolipidique en fait qui peut être mis sur les ongles et sur le pourtour des ongles des femmes qui sont atteintes de cancer ou qui sont sous traitement de chimiothérapie, dont certains produits comme les taxanes par exemple abîment vraiment les ongles. Ce produit est utilisé également à l'hôpital en soins de support. C'est un produit qui date de quelques années et sur lesquels on continue à faire des travaux. Et puis on fait également des travaux de recherche sur l'aromathérapie. On a bien sûr fait des tests pendant le Covid, mais également on a fait des tests
récemment sur les punaises de lit, parce que c'était intéressant de savoir s'il y avait une action. Et en l'occurrence, on tue les punaises de lit très rapidement. Olisma, c'est aussi des engagements, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans cette démarche d'éco-conception des produits et des soins. On privilégie vraiment des filières responsables. Évidemment, on privilégie les huiles essentielles qui viennent de France, elles sont évidemment toutes bio. Quand elles n'existent pas en France ou quand c'est difficile de les trouver en qualité en France, eh bien, on est en Europe. Et puis, quand c'est pas possible de faire autrement, même si on essaie de limiter les huiles essentielles qui viennent en dehors de l'Europe, sachant que dans certains cas, c'est juste pas possible de trouver du vétiver en France ou en Europe, par exemple, on privilégie des filières éthiques. Systématiquement, qu'il s'agisse de nos produits cosmétiques et nos autres produits, on a 0% d'ingrédients controversés, nos packs sont recyclés, recyclables et tous en fait sont bio et labellisés. Et finalement, Aulisma, c'est aussi des actes, parce que derrière les mots, on assume le fait qu'on veut contribuer à la reconnaissance des pratiques et des praticiens de santé, en particulier la naturopathie, tout ce qui touche aux pratiques corps-esprit et bien sûr les produits de santé naturelle, comme vous pouvez l'imaginer, parce que ce sont ces produits que nous développons en plus de toutes ces pratiques. Mais c'est vraiment un sujet sur lequel moi je suis attentif et sensible, c'est comment nous, acteurs économiques, on se met aussi au service d'une cause qu'on pense juste, en fait, compte tenu de tout ce que je vous ai expliqué avant, pour nous engager à vos côtés, malgré les coûts qu'on peut prendre aussi sur ça, bah, justement pour faire en sorte que ça avance, en l'occurrence. Si vous voulez aller plus loin, vous avez un petit QR code au-dessus, vous arriverez sur mon LinkedIn, et vous avez 2 articles qui ont été écrits là-dessus. Un premier article qui s'appelle Médecine et santé intégrative, arguments physiopathologiques, contexte et perspectives sociales, sociétales et environnementales, sur une revue qui s'appelle Kern. Donc, j'ai coécrit avec, là, en l'occurrence, des experts, des gens justement un peu de l'écosystème dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis un deuxième article justement qui explique aussi quel est le métier du pharmacien, quelles sont ses perspectives d'évolution, et j'évoque également tout l'intérêt et tout le lien qui peut se créer entre des pharmaciens et les naturopathes. Pour finir, je dirais peut-être en guise de conclusion, et si vous deviez retenir quelque chose en particulier, au-delà de retenir bien sûr l'ISMA, vous l'aurez bien compris, c'est que la santé intégrative, elle a naturellement pour vocation d'être peu consommatrice de ressources. C'est donc pour nous qui la défendons, qui sommes engagés pour dans cette voie, c'est pour nous une approche appropriée pour aborder les défis de santé individuels et collectifs auxquels nous sommes exposés, dans cette perspective en fait de santé globale, dont on pourrait dire que la définition, c'est des personnes en bonne santé, dans une société en bonne santé et sur une planète en bonne santé. C'est ça en fait notre karma aujourd'hui, ou en tout cas, ou peut-être plutôt notre mantra, on se le répète régulièrement. C'est dans cet alignement-là en fait que nous sommes une entreprise engagée. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je sais pas, il est 13h06, c'est pas trop Non, mal. merci infiniment du temps que tu as passé à nous expliquer tout ça. Et du coup, s'il y a des questions, ben moi je suis disponible. Et puis, avant de nous quitter, je vous demanderai juste si vous voulez bien de flasher encore une fois ce QR code, parce que on a 3 ou 4 questions en fait, parce que votre avis nous intéresse. Et puis, si vous pouvez, et là vraiment pour 20 secondes, on a fait 3 questions, je crois. Et c'est juste pour savoir est-ce que vous travaillez déjà avec des professionnels de santé. L'idée pour nous, c'est aussi d'avoir des données pour essayer de continuer à nous engager et puis avoir voilà, des éléments formels pour pouvoir expliquer tout ça et on vous passera les éléments en retour. Bien. Merci beaucoup du temps que tu nous as consacré.